Bienvenue sur Médien TV Afrique. Vous suivez la journée du Sénégal sur la panafricaine. Vous aurez donc tout au long de cette journée des éditions spéciales de journaux télévisés, mais également des reportages et des entretiens. Il faut le savoir, le Sénégal a décidé de prendre le train du développement en marche. Voici maintenant 3 années que le plan Sénégal émergent, le PSE, a été mis en œuvre par le président Macky Sall. Des projets innovants ont depuis lors vu le jour, de l'agriculture aux infrastructures en passant par l'éducation et la santé. Plusieurs réformes ont été adoptées. Monsieur Ibrahima Ouad est avec nous sur ce plateau pour faire le point du PSE. Monsieur Ouad, bonjour. Bonjour, monsieur Abdoulaye Koné. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. C'est avec beaucoup de plaisir. Alors, le plan Sénégal émergent, qu'est-ce que c'est exactement? On va y revenir dans les détails tout à l'heure. Mais avant, je vais vous proposer de suivre ce reportage. Le premier point de notre entretien portera sur la ville nouvelle et intelligente par excellence de Diamniadio, située à une trentaine de kilomètres de Dakar. Cette ville bâtie aux normes internationales est un gigantesque projet qui comprendra des infrastructures, des logements et plusieurs parcs industriels. Alors, avant de revenir vers vous, Monsieur Ouad, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Alison Fernandez, Mbaye Ndir et Jules de Barros. Difficile à imaginer il y a quelques années, alors qu'ici, il n'y avait que des terrains en friche et des champs par endroits. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus modernes de la région qui s'apprête à sortir de terre, si ce n'est la ville moderne par excellence. Son nom, Diamniadio. Elle est au cœur d'un projet pharaonique lancé en mai 2014 par le président Macky Sall. On le voit ici poser la première pierre de ce grand projet urbanistique. Diamniadio est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. La ville est située à une trentaine de kilomètres de Dakar, au carrefour du triangle Dakar-Mbour-Thiès. Elle est la porte d'entrée et de sortie de la capitale et s'étend sur près de 2000 hectares. Diamniadio n'était encore qu'un gros village il y a 7 ou 8 ans. Derrière l'idée d'en faire une ville du futur, la volonté de désengorger Dakar, qui regroupe 25% de la population nationale sur une superficie de moins de 0,3% du territoire. Nous le savons, mes chers compatriotes, de par sa configuration géographique et de la spéculation foncière effrénée, Dakar et ses environs immédiats étouffent. Le coût du loyer y est devenu insupportable, non seulement pour les couches sociales à revenus modestes, mais également pour les classes moyennes. Diamniadio, future terre promise qui ambitionne de corriger ce déséquilibre. Les autorités suivent donc de très près ce chantier. Nous avons profité de la visite du ministre en charge du suivi du PSE auprès du président de la République pour savoir ce qu'était au juste cette ville du futur, qui projette d'être d'ici quelques années l'une des villes africaines les plus attractives de la sous-région. Un bus de journalistes, un cortège de voitures, la visite du nouveau ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent à Diamniadio a été préparée avec soin par ses services. Bonjour, vous allez bien? Monsieur Ba, vous allez bien? Nommé 2 mois auparavant, c'est la première sortie officielle de Cheikh Kanté en tant que ministre au futur pôle urbain. Et si tant de médias ont été conviés, c'est que le site revêt un enjeu tout particulier pour les autorités, tellement il est porteur d'espoir. En termes de retombées économiques d'abord.
La visite du ministre commence d'ailleurs par le parc industriel, un espace destiné à accueillir les investisseurs. Des services administratifs, mais des services spécifiques. Donc on a prévu pour les services administratifs tout le guichet unique. Dans un premier temps, 13 hectares ont été bâtis, mais le site mesure au total un peu plus de 50 hectares. C'est une entreprise chinoise qui a réalisé les travaux. On trouve aujourd'hui un grand bâtiment administratif accueillant des bureaux, ainsi que 4 autres immeubles, 3 imposants hangars et une unité de traitement d'eau. La première phase du parc a été entièrement financée par l'État du Sénégal pour un montant de 25 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 420 millions de dirhams. Le but de cet investissement, attirer des entreprises non polluantes et créatrices d'emplois via les infrastructures d'une part et des incitations douanières d'autre part. Des industries de type confection, électronique ou encore agroalimentaire. On ne se rend pas compte de l'importance de ce que vous avez réalisé ici. C'est important. Globalement, sur 53 hectares, donc la maquette prévoit d'installer plus de 23 industries, n'est-ce pas? Et également des bâtiments de logement et également des zones de sport. Ça, les logements. Voilà, et des zones de sport. Un terrain de football. Voilà, pour faire ce qu'on appelle une zone intégrée. Il est attendu la création de 20 000 emplois directs et 8 000 indirects dans sa première phase d'exploitation et un chiffre d'affaires à l'horizon 2018 de près de 140 000 milliards de francs CFA, soit près de 2 milliards 400 millions de dirhams. Déjà, dans un laps de temps très court, plusieurs sociétés se sont installées dans cette zone industrielle et des entreprises chinoises ont confirmé leur implantation prochaine. En plus de la création d'emplois, ce parc industriel permettra de soulager Dakar, qui concentre aujourd'hui près de 80% des activités économiques du pays. Voilà, Monsieur Ibrahim Awad, je rappelle que vous êtes le directeur général du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Alors, vous venez de suivre avec nous ce reportage réalisé par Alison Fernandez. Alors, au cours de la visite, le ministre a parlé de Diamniadio comme une future Smart City. Alors, c'est quoi pour vous une ville intelligente exactement ? Je vous remercie, M. Koné. Je voudrais d'abord, encore une fois, comme vous l'avez dit, dire tout le plaisir que j'ai de venir à ce plateau pour cette journée consacrée au Sénégal. Je suivis avec beaucoup d'intérêt le reportage qui nous a été présenté, mais c'est vrai que nous qui sommes au quotidien dans le suivi des projets phares du plan Sénégal émergent, avec le recul de ce reportage, ça nous donne encore une autre vue. Et je voudrais vraiment dire tout le plaisir qu'on a eu à le suivre. Alors, Diamniadio, d'ailleurs, comme le reportage l'a dit, Diamniadio est l'épicentre de ce que l'on peut considérer le grand triangle du Dakar, qui va de Dakar, qui va à Thiès à 70 km de Dakar et à Mbour sur la côte ouest, côte sud. Donc, pour montrer aujourd'hui que c'est tout un changement de paradigme que le président de la République a voulu. C'est-à-dire comment infléchir la tendance, passer de cet engorgement de Dakar vers l'ouverture du pays. Si Dakar a concentré 25% de l'activité économique des populations, et j'avais dit plus de 90% de l'activité économique, en positionnant Diamniadio, on crée les conditions pour faire souffler l'économie sénégalaise. Alors, est-ce qu'on est sûr qu'à travers ce projet de Diamniadio, comme le président l'a dit tout à l'heure dans l'élément qu'on vient de suivre, est-ce que Dakar n'étouffera plus ? Dakar n'étouffera plus pour une raison très simple, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, pour montrer comment, quand je parlais d'épicentre, c'est comment bâtir un écosystème économique autour de ce grand triangle, donc comme j'ai dit, qui va de Dakar à Thiès et à Mbour, qui va être l'épicentre de toutes ces activités de développement, comme on le verra, le parc industriel, etc. Mais pour revenir à votre sujet sur Diamniadio comme Smart City, l'idée est très simple, c'est de dire nous devons nous projeter. Le plan Sénégal émergent, c'est une projection sur l'avenir. Et donc, Diamniadio, qui est le symbole, j'allais dire l'emblème phare du plan Sénégal émergent, doit s'orienter vers le futur. C'est pour ça que l'option qui est prise
à travers Diamniadio, c'est de bâtir une cité avec une mixité fonctionnelle, ce qu'on appelle... Justement, pourquoi exactement Diamniadio alors qu'il y avait d'autres localités? Pourquoi justement Diamniadio alors qu'il y a 5-7 ans en arrière, c'était une vaste zone inhabitée, il n'y avait que de petits villages par endroits? C'est très simple, les études qui ont été faites ont montré qu'aujourd'hui, il fallait d'abord, au regard des infrastructures de logistique existantes comme le port, comme l'aéroport international Blaise Diagne de Diass dont les activités vont démarrer, il fallait construire des réseaux d'activités économiques à proximité. Et c'est tout le sens du parc industriel qui va être un grand centre de production qui va permettre d'utiliser, de s'adosser sur la logistique disponible au niveau du port autonome de Dakar, des autres infrastructures portuaires, certainement on aura l'occasion d'y revenir avec les autres ports qui sont en train d'être lancés, de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass pour construire tout un écosystème qui va permettre une pleine valorisation de ces potentialités. Je rappelle d'ailleurs que lorsqu'on regarde les principales fonctions qui vont être autour de Diamniadio, c'est une fonction d'habitation, d'hébergement, donc de résidence, c'est une fonction de recherche et d'enseignement tournée vers l'enseignement supérieur, c'est une fonction de santé, c'est une fonction industrielle et c'est aussi un écosystème. Autant de fonctions, toutes les fonctions d'une vie, mais qui sont harmonieusement bien articulées. Quand vous regardez ce qu'on appelle le master plan de Diamniadio, on se rend compte que c'est vraiment toute une logique bien harmonieuse qui a été construite. Le concept de Smart City aussi est important parce que ça va être une ville qui va être durable. Pourquoi le concept de Smart City? Je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est à l'ère du temps. D'abord, il faut le dire, c'est à l'ère du temps. Il faut des villes modernes. Il faut des villes qui sachent s'adosser sur les technologies. Est-ce nécessairement pour faire comme les autres, est-ce qu'on a vraiment éprouvé le besoin de vouloir mettre en place cette ville émergente? Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, pour prendre le cas des cités administratives, voilà aujourd'hui des sphères administratives qui ont été, sphères ministérielles qui ont été construites en misant aujourd'hui sur quelque chose d'extrêmement important, comme par exemple l'énergie solaire. Ça, d'abord, c'est une ville qui va être moins consommatrice en matière de production énergétique et donc qui va contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Autre élément important, je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il était illusoire de monter un tel projet sans s'adosser sur les technologies de l'information et de la communication, sur le numérique. Et en cela, aujourd'hui, tout ce que vous voyez comme projet grandiose au niveau de Diamniadio, tout ce que vous voyez comme initiative est adossé sur la fonctionnalité autour du numérique. Ça aussi, c'est une dimension importante. Je pense que combiner ces différents aspects et un autre volet important, c'est l'aspect vert. C'est-à-dire une ville qui ne soit pas une simple ville construite autour de bâtiments du ciment, mais aussi avec des espaces verts, des espaces de vie, des espaces de respiration qui vont permettre en tout cas de positionner définitivement Diamniadio comme une vraie ville futuriste. Alors, M. Wade, on a envie de savoir comme ça, quels sont les nouveaux moteurs de croissance qui ont été identifiés pour porter éventuellement les bases d'un développement économique durable au Sénégal? Alors là, vous me faites parler spécifiquement de manière générale du plan Sénégal émergent, qui, je dois le rappeler, a été bâti, comme le reportage l'a dit, réfléchi, pensé et lancé en 2014. Je dois d'abord d'ailleurs préciser que Diamniadio, effectivement, est l'emblème de lancement du plan Sénégal émergent. Ça aussi, mais il est évident que l'intérieur du pays aussi, d'autres pôles sont en train de naître, en tout cas d'autres sont projetés. Le plan Sénégal émergent, quand il venait de naître, c'est d'abord deux moteurs qui tiraient la croissance de l'économie. C'est le secteur financier et le secteur des services. Grand paradoxe, quand on regarde le plein potentiel de l'économie sénégalaise en termes d'agriculture, en termes de potentiel minier, même de potentiel industriel. Donc l'enjeu du plan Sénégal émergent a été de dire, nous misons sur le développement de 6 nouveaux moteurs. Le premier des moteurs, c'est l'agriculture et le développement de l'agro-industrie. L'agriculture, oui. Au sens large. Le deuxième, c'est l'habitat conçu pas simplement comme un secteur social, mais comme un secteur de production. Habitat, écosystème de la construction. C'est pour ça que vous voyez qu'au niveau de Diamniadio, il y a beaucoup de dynamique au niveau de l'habitat. Le troisième moteur, c'est vraiment le secteur minier. On s'est découvert, comme le Sénégal est un pays avec un potentiel minier extraordinaire. Le quatrième secteur, c'est l'ensemble de tout ce qui tourne autour du secteur industriel, de la relance industrielle. Et enfin, les services, autour des services du numérique et du tourisme. Donc tout cela
adossé au développement du secteur de l'énergie, au rattrapage du secteur de l'énergie, adossé au développement des infrastructures, c'est ça qui donne la nouvelle impulsion que constitue le plan Sénégal émergent. On vient de voir dans ce reportage que le plan émergent, le plan Sénégal émergent, avec la mise en place de cette ville Smart City de Diamniadio, cette future Smart City a donné un coup de fouet au plan de l'habitat social. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et dites-nous aujourd'hui où en sommes-nous exactement avec les travaux de finition de cette ville émergente-là. Okay. Alors, je dois d'abord dire que le diagnostic qui a été fait au moment de l'élaboration du plan Sénégal émergent avait établi un constat, je l'ai failli dire un constat un peu dramatique, qui était que le Sénégal faisait face à un déficit de 300 000 logements par an. Et 300 000 logements dans l'écosystème du Grand Triangle de Dakar. Entier ou Dakar? Dakar, à peu près. Dakar et certaines grandes villes qui sont à la périphérie de Dakar. Par rapport aujourd'hui à ce que ça pouvait constituer comme marché économique. Le marché de l'habitat est un marché potentiellement économique. Et donc l'ambition du PSE a été de dire il faut résoudre au terme de 10 ans un tel gap. C'est pour ça que vous avez vu un peu dans le reportage l'ambition. L'un des axes phares de Diamniadio a été de dire nous misons sur l'habitat social, mais avec un concept nouveau, qui n'est pas dans le concept de promoteur-développeur. Ça veut dire aujourd'hui, plutôt que d'avoir un habitat éparpillé, utiliser de grands développeurs, comme ce que vous avez vu, nous avons aujourd'hui de grands promoteurs. C'est quoi exactement ce concept? Ce concept, c'est de dire, vous prenez un développeur, la délégation générale au pôle urbain de Diamniadio définit les normes d'habitation en termes d'immeubles, en termes d'habitat de villas, donne un certain nombre de périmètres assez larges à des promoteurs qui font la conception, la réalisation et la commercialisation. Donc c'est un peu ce nouveau concept et ça, nous l'avons fait avec le secteur privé. Vous avez par exemple beaucoup d'entreprises sénégalaises, de grosses sociétés sénégalaises qui sont là-dedans, comme Telium, comme Jetran, mais vous avez aussi d'autres sociétés étrangères qui sont là-dedans, comme Sénéguinia et autres. Et tout ce que vous avez vu comme programme immobilier a été développé par ces promoteurs privés. L'État, le gouvernement, son rôle a été simplement d'accompagner, de mettre à disposition le foncier, de lever un certain nombre de contraintes et de rigidités, notamment au plan fiscal et autres, et de procédures, et d'aider au développement. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui, combiné avec l'action des structures publiques traditionnelles qui avaient le métier, je veux nommer la CICAP, la SNHLM, la Caisse de dépôt et consignation et autres, d'avoir aujourd'hui atteint, cette année où on parle, 10 000 unités d'habitation. On est encore loin du gap, enfin, il y a une distance encore à combler, mais nous sommes vraiment sur le chemin. Quand je regarde là d'où on vient, où le Sénégal produisait à peine par an 2 000 unités d'habitation, et qu'aujourd'hui on en soit à 10 000, ça veut dire que véritablement le volet habitat du plan Sénégal. Alors tout à l'heure vous avez parlé des promoteurs. Est-ce qu'il y a des promoteurs nationaux qui participent à ce projet ambitieux de Diamniadio? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Je pense d'abord, je vous ai évoqué 2 grosses sociétés engagées dans l'immobilier qui sont très très connues sur la place nationale, qui sont des emprises nationales sénégalaises, qui ont d'ailleurs, je dois le dire, la plus grosse part. Et ça, c'est important que le secteur privé national, ne serait-ce qu'au égard aux retombées en termes d'impôts locaux, en termes de création d'emplois, c'était important que cette orientation, et je dois dire d'ailleurs que le premier promoteur qui a développé... Les acteurs locaux prennent part à ce projet très, très ambitieux. Exactement. Alors, le deuxième reportage que je vous invite à voir concerne le parc industriel. À terme, il doit générer 20 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects dès sa première phase d'exploitation. On regarde ensemble et on se retrouve tout à l'heure. Toujours avec la complicité d'Alison Fernandez. La visite du ministre se poursuit. Direction le chantier de l'université Amadou Mokhtar Mbow. Ici, les travaux ont connu quelques retards. La livraison était prévue en octobre dernier, mais elle a été reportée au mois de décembre 2018. Aujourd'hui, les grosses œuvres de 2 grands amphithéâtres, un UFR, 2 annexes du rectorat et un bâtiment central sont quasiment terminées.
il y a une UFR des sciences agricoles et de l'alimentation. Il y a une école supérieure des sciences halieutiques pour développer tout ce qui est pisciculture et pêche et autres. Il y a une école supérieure des mines et de la géologie. L'université a arrêté 46 filières de formation et validé toutes les maquettes de licence et de master. Elle proposera des formations alignées sur les besoins du pays et de la sous-région. Nos formations vraiment sont alignées sur les besoins, comme j'ai dit, du pays et de la sous-région. Toutes nos licences académiques ont en parallèle des licences professionnelles. Parce que nous voulons faire en sorte qu'à l'université qu'on ait 3 sorties. Que les licences soient des diplômes de sortie qui permettent aux étudiants de pouvoir trouver du travail. Que les masters également soient des diplômes de sortie. Et que l'étudiant ne se sente plus obligé de rester de la première année au doctorat. Parce qu'il ne trouve pas du travail. Ça vraiment nous voulons faire des ruptures par rapport à cette démarche. Et formés dans les licences professionnelles. L'université s'étalera sur 40 hectares et pourra accueillir 30 000 étudiants. La future UAM se veut un pôle d'excellence qui, selon le ministre, pourrait permettre au Sénégal de rivaliser avec l'Inde et la Chine en matière de formation d'ingénieurs. Un ingénieur indien peut coûter $5 000 par an, comparé à l'ingénieur américain, $50 000. Tout à fait. La force de la croissance aujourd'hui indienne, chinoise, c'est dans le capital humain, orienté surtout ingénieur, mais dans des métiers pointus. Et la recherche aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'Inde, la Chine sont en train de dépasser les États-Unis. La visite du ministre se poursuit au pas de charge. Il faut encore se rendre sur plusieurs sites. Il n'y a pas de temps pour répondre aux journalistes. C'est prévu à la réunion. C'est prévu à la réunion. Nous tentons tout de même une question en marchant. Oui, madame. C'est quoi l'objectif de cette visite aujourd'hui? C'était évaluer les chantiers du pôle urbain de Diamniadio, qui est un des plus beaux projets du président de la République. C'est un des projets phares du PS. Mais bien sûr. Je répondrai à vos questions tout à l'heure. Nous nous tournons alors vers nos confrères journalistes. Que pensent-ils jusqu'ici de cette visite? Il y a des chantiers qui ne sont pas réellement finis. L'université, par exemple, juste un peu dessus, de l'état d'avancement des travaux. Je pense qu'on aurait dû dépasser ça. 30 à 45% de finition, je trouve ça peu. Pour les autres bâtiments, je ne sais pas encore, mais l'autre bâtiment il est prêt, la posie c'est pas mal. Mais bon, de façon générale, j'ai un sentiment assez mitigé. Voilà. Et sinon, si ça a été achevé sur le projet? Le projet en tant que tel, il est extraordinaire. Je trouve qu'il est extraordinaire, voilà, parce que ça permet de désengorger la gare, d'augmenter les universités. Je veux dire, une cité des affaires, c'est pas mal quand même pour un pays. Ça va booster l'économie d'ici quelques années, ça c'est certain. Voilà, c'était le zoom sur l'université naissante Amadou Mokhtar Mbow de la ville émergente de Diamniadio. Alors, Monsieur Wade, on voit que l'éducation et la formation, on le voit, tiennent une place importante dans le PSE à l'horizon 2035. Justement, une université est en chantier. Dites-nous, à quoi répond exactement le souci de mettre en place cette université aux normes, on va dire, incommensurables, si je peux me permettre le terme? Alors, je voudrais d'abord revenir sur un point qui est très très important. Pendant le processus de formulation du plan Sénégal émergent, je me rappelle encore un maître mot du président Macky Sall, le président de la République, qui disait « Le capital humain est un des facteurs clés de ma politique ». Et ça a été une dimension qui a été intégrée, parce que vous savez que le plan Sénégal émergent, c'est 3 axes. L'axe 1, croissance inclusive, et l'axe 2, capital humain, l'axe 3, gouvernance. Alors, on retrouve le capital humain d'abord dans l'axe 1, ce qu'on vient de voir, mais aussi et surtout comme étant un axe fondamental du PSE. Mais par rapport au programme des universités, l'option qui a été prise de faire des universités, un des éléments des projets phares, c'est de dire comment le Sénégal aujourd'hui est en train d'être bien positionné comme étant un centre de référence en matière d'enseignement supérieur. Vous savez que les universités traditionnelles, notamment l'université de Dakar, l'université Gaston Berger, accueillaient déjà énormément d'étudiants de la sous-région, par exemple. Et on s'est rendu compte que
Dakar pouvait bien être positionné à travers les universités publiques, mais aussi les instituts d'enseignement supérieur privés, comme étant un centre de référence. Et il y a un des projets phares qui s'appelle Dakar Campus Régional de référence. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la création de ces deux universités, je dois le préciser, l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio et l'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum. Dakar Campus Régional, c'est d'abord désengorger, encore une fois, ça participe de la logique de désengorgement. Comment faire pour désengorger le plus l'université de Dakar et les autres universités dans le Cap-Vert? Comment faire pour accueillir un flux d'étudiants qui viendraient de l'intérieur du pays et les accueillir, en fait, pour me répéter, au niveau de UAM. Mais UAM avec une originalité. C'est des universités comme l'autre, du Sine Saloum, orientées vers des métiers extrêmement précis, qui sont des filières émergentes induites par la mise en œuvre du plan sénégalais. Vous avez vu le recteur qui a parlé de l'UFR spécialisé vers les sciences de l'alimentaire et de l'agroalimentaire, d'autres orientés vers les technologies de façon spécifique. Ce n'est vraiment pas des universités pour former des docteurs, des professeurs, c'est des universités pour orienter vers l'entrepreneuriat, vers la formation diplômante, qui sont autant de besoins, qui sont des besoins de l'économie sénégalaise actuelle et future. C'est ça la logique un peu de... Quand est-ce que cette université sera achevée exactement? Alors je dois avouer d'ailleurs une chose, qu'il y a eu un décalage, comme quelqu'un l'a dit dans le reportage, parce que autant il y a une célérité dans la mise en œuvre du PSE, autant sur certains projets, il arrive qu'on soit dans des dérapages par rapport au délai. Et c'est le cas de l'université de Diamniadio, l'université Amadou Mokhtar Mbow, où la rentrée 2017, octobre 2017 était prévue pour l'ouverture, mais il y a eu un dérapage et les nouvelles échéances qui sont données, c'est véritablement la rentrée d'octobre 2018. Mais je dois avouer, un an de décalage. C'est pas trop long, un an de décalage pour une rentrée des classes, quand on sait tous les problèmes que vous venez d'évoquer, notamment au niveau des universités qui sont déjà au niveau de Dakar. C'est vrai qu'on peut le dire comme ça, mais par rapport à ce que ça résoudra comme problème. Bon, vous savez que, d'abord, je dois préciser, pour donner une tentative d'explication sur les raisons de décalage, il y a eu une réalité particulière du sol au niveau de Diamniadio. Vous savez que le sol, c'est des argiles gonflantes. Il faut réaliser la technique avec une certaine technicité. Autant pour les parcs industriels et autres, ça peut être facile, mais pour les grands amphithéâtres, pour les grands buildings qui doivent accueillir des étudiants, des précautions particulières devaient être prises. C'est peut-être ça qui a justifié le léger décalage. Mais en tout état de cause, ce qui est constant, c'est que c'est une université qui, dès la rentrée d'octobre 2018, sera fonctionnelle et avec un phasage qui va permettre au fur et à mesure de pouvoir accueillir. Parce que vous savez, une grande université, on ne peut pas la réaliser. Le campus pédagogique, pour les premiers bâtiments est en cours, en tout cas sur les 10 premiers bâtiments. Un campus social va être lancé très très prochainement. Mais je voudrais aussi ajouter qu'à côté de l'université, il y a dans l'espace du savoir, ce qu'on peut appeler comme ça, l'espace du savoir, il y a tout ce qu'on appelle la cité du savoir qui doit accueillir un certain nombre d'infrastructures comme le centre de mutualisation du partage, une médiathèque, le siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous voyez encore, on est dans une logique écosystème, le siège de l'Agence nationale de la qualité. Donc tout ça pour dire positionner, et d'ailleurs d'autres universités qui sont un espace qui est réservé sur 12 hectares aux structures d'enseignement privées, qui ont envie de délocaliser, qui sont en train de bâtir des partenariats avec de grands institutions de formation supérieure en France, au Maroc ou ailleurs, et qui vont permettre de pouvoir renforcer et faire de cette position de Dakar campus régional de référence au niveau du pôle de Diamniadio. Alors, on le sait, sur le continent, les problèmes au niveau des universités sont légion. Il y a toujours des insuffisances à relever. N'était-il pas judicieux d'injecter ces fonds-là pour trouver des solutions au niveau des différents campus universitaires que connaît le pays, au lieu de réinvestir dans un nouveau pôle universitaire à plusieurs kilomètres de Dakar? Je ne suis pas très convaincu de cette approche pour une raison très simple. Aujourd'hui, on ne peut pas résoudre le problème des universités existantes par l'effet de perfusion. Aujourd'hui, l'approche du gouvernement du Sénégal, l'approche du président Macky Sall, c'est de dire je restructure, parce que d'abord, j'ai oublié de dire que la réalisation de ces universités s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global
de réforme du système d'enseignement supérieur qui est issu des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Toute la gouvernance des universités actuelles et traditionnelles, comme on les appelle, est en train de restructurer et réorganiser les modules d'enseignement, l'évaluation, le modèle d'évaluation des enseignants, mais aussi le modèle d'évaluation des enseignants. Ça, c'est le premier élément. Renforcer, orienter ces universités vers la recherche de ressources propres pour leur permettre de pouvoir soutenir le poids, en tout cas de leur charge, mais concomitamment diversifier. Alors, je dois vous dire d'ailleurs que le programme de réalisation de la carte universitaire ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, où il y en a 5 aujourd'hui qui sont en train d'être réalisés sur l'ensemble du territoire national. Il y a ce qu'on appelle les ZENO, les espaces numériques ouverts, où on utilise la technologie pour pouvoir faire de l'enseignement à distance. Donc tout ça, c'est ça qui va permettre à l'horizon 2022 d'avoir une carte universitaire extrêmement large qui fait que chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, puisse accéder à l'enseignement supérieur avec un système de diplomation qui permet un système de passerelle pour avoir des DUT, des Bac plus 2, Bac plus 3, trouver un métier qui sont des métiers intermédiaires dont l'économie a besoin, mais aussi certainement de pouvoir permettre de pouvoir poursuivre jusqu'au doctorat, etc. Alors, n'est-il pas un peu trop ambitieux, à la limite même un peu trop prétentieux de vouloir rivaliser les universités, sinon la Chine et l'Inde, dans la formation des ingénieurs comme vous le souhaitez à long terme? Mais le problème, c'est que le Sénégal n'a pas le choix. J'ai même failli dire l'Afrique n'a pas le choix. Notre ambition d'émergence va par là. Alors, pour moi, c'est une belle prétention. Heureusement d'ailleurs que c'est une ambition très forte du plan Sénégal émergent de dire, eu égard à nos potentialités, eu égard tenant compte des possibilités qu'offre l'économie sénégalaise encore non exploitée, dans tous les domaines possibles, nous avons de quoi aller vers la formation de capital humain de pointe pour permettre de pouvoir nous positionner comme offre sur le marché mondial. D'accord. Alors nous allons voir un autre sujet relatif cette fois-ci aux sphères ministérielles qui semblent les plus abouties de ce plan émergent, de ce plan Sénégal émergent. Encore une fois, nous retrouvons Alison Fernandez. En revanche, un chantier ne semble pas accusé de retard, celui des sphères ministérielles. Les bâtiments sont debout. D'ici quelques mois, ils accueilleront une quinzaine de ministères et près de 10 000 fonctionnaires. L'autre aspect, c'est le renouveau du service public. Réaménager les bâtiments administratifs, leur donner un aspect qualitatif de façon à ce que les fonctionnaires puissent être dans les conditions de travail agréables, mais aussi les usagers du service public puissent trouver les fonctionnaires, les agents de l'État dans des bâtiments où on arrive à le réduire le parcours de l'usager. C'est-à-dire qu'on n'est pas à faire le tour de Dakar pour juste un document, pour juste une attestation ou ce genre de choses. Un transfert qui se fait donc dans la logique de regroupement de services dans un même lieu, de décentralisation, mais aussi d'économie. L'État était jusqu'à présent locataire de Dakar. Et puis maintenant, l'État veut changer et passer plutôt d'un État locataire à un État plutôt propriétaire. Donc c'est la raison pour laquelle l'État a investi ici à Diamniadio dans des programmes de construction de ministères. Sur les 10 dernières années, l'État aurait déboursé plus de 160 milliards de francs CFA pour louer des bâtiments administratifs. Une somme qu'il pourra donc économiser dès juin 2018, date prévue pour la livraison de la cité ministérielle. On vient de voir la cité ministérielle, sinon les sphères ministérielles. Alors, M. Ouad, je rappelle que nous sommes dans le cadre de la journée spéciale consacrée au Sénégal et nous parlons en long et en large du plan Sénégal émergent. Pourquoi avoir décidé de rassembler tous les ministères sur un seul site? Que visiez-vous en le faisant? Oui, d'ailleurs, d'abord pour deux logiques. La première logique, c'est une logique de rationalisation des coûts. Avec l'évolution du temps, le gouvernement et l'administration a pris de l'envergure parce que elle vise de plus en plus à satisfaire les besoins de l'économie et des populations. Et ce faisant, on s'est rendu compte que l'État n'avait pas dépensé énormément de ressources dans la location.
Bon, d'abord, la location, ça a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on dépasse beaucoup d'argent. 160 milliards de francs CFA, c'est quand même une somme colossale qui peut aller dans de l'investissement productif. Le deuxième élément, c'est l'éparpillement et la dispersion des départements ministériels. Donc, le choix a été fait de dire, dans la mixité fonctionnelle de Diamniadio, il fallait transférer certains ministères, pas tous les ministères, vers le cœur économique de ce qui va être le grand triangle Dakar-Thiès-Mbour. Ce qui fait que, par l'effet d'infléchissement, le renversement qu'on cherche à réaliser, ça va s'opérer pour une raison très simple. Tous ceux qui viennent de l'intérieur du pays et qui ont des besoins des ministères, qui n'ont pas besoin forcément d'être dans le cœur de la capitale, vont pouvoir s'arrêter à Diamniadio, ce qui va permettre de diminuer le flux de transport, le trop-plein de transport qui crée les embouteillages, qui gênait les activités économiques dans le plateau, etc. Donc ça, c'est la première logique. La deuxième logique a été de dire, justement, l'État doit disposer d'un patrimoine propre. En disposant d'un patrimoine propre, on fait des économies extraordinaires. Ce qui est intéressant dans les sphères ministérielles, c'est encore une fois l'approche de le partenariat qui a été utilisé, le partenariat public-privé, où on va voir, c'est un peu d'ailleurs comme ce que je disais pour l'habitat, le gouvernement voit des promoteurs développeurs en leur disant, voilà mon besoin, voilà les normes que je veux en termes de standards, en termes de bâtiments intelligents, en termes de fonctionnalité, en termes de dimension standard minimum ou maximum de département ministériel, vous me faites une offre. Appel d'offres, ouvert, on reçoit des offres, et c'est réalisé avec toute la célérité requise, comme le reprochage l'a dit, ce qui va permettre très rapidement de faire déménager un certain nombre de départements ministériels qui n'ont pas forcément leur place dans la capitale. Et je suis heureux de voir, et je voudrais peut-être donner une autre précision dans ce sens, parce que dans le reportage, on parle de juin 2018. Je dois préciser que juin 2018, c'est pour la deuxième série de sphères ministérielles. Dans les tableaux de bord que nous avons, c'est mars 2018 pour la première sphère. Celle qui a été vue dans le reportage, il y a le deuxième qui est en train qui est très avancé. Mais en tout état de cause, dans le courant de l'année 2018, on aura réceptionné en mars les premières sphères ministérielles et au plus tard en juin les deuxièmes sphères ministérielles. Ce qui fait que nous pourrons aborder en tout cas l'année 2019 avec une administration relogée dans des conditions fonctionnelles et dans des conditions véritablement qui permettent de pouvoir demander le plus de productivité aux fonctionnaires. Alors, en vous écoutant, vous semblez mettre l'accent sur une gestion efficiente et désormais des ressources. Mais qu'en est-il de l'aspect sécuritaire? Il n'est pas toujours judicieux, on le sait de façon générale, de regrouper tous les ministères, sinon toutes les instances de décision d'un pays dans un seul point. Alors, qu'en est-il exactement de l'aspect sécuritaire? J'avoue que moi, de ce point de vue, je ne me fais pas de soucis parce que, bon, d'abord, d'une manière générale, c'est des conditions qui sont en tout cas assez bien maîtrisées dans ce pays. Et le deuxième élément, c'est que toutes les précautions qui doivent être prises, quel que soit le lieu où se trouvent des institutions publiques, seront prises. Donc de ce point de vue, je ne me fais pas de doute du tout que nous sommes sur la bonne option, le gouvernement est sur la bonne option, le président de la République Macky Sall a fait la bonne option. Ce qui va être important aussi, c'est de dire, ce n'est pas tout le gouvernement qui va déménager sur Diamniadio, attention. Il s'agit d'un certain nombre de ministères de proximité, ce qu'on appelle, que je peux appeler les ministères de proximité, mais tout ne sera pas vraiment dans le hub de Diamniadio. D'accord. Nous allons voir un autre reportage qui parle toujours de la cité, la ville nouvelle, la ville ambitieuse de Diamniadio, située à une trentaine de kilomètres de Dakar. Cette fois-ci, nous allons parler de la CICAD, qu'on connaît déjà mieux. Et puis, nous allons également revenir sur le problème de transport relatif au déplacement de la ville actuelle de Dakar vers la cité de Diamniadio. Nous retrouvons encore une fois ce sujet de Alison Fernandez. Parc industriel, université, cité ministérielle, ce n'est pas fini. Diamniadio ambitionne également de devenir un hub hospitalier de dimension mondiale. Pour cela, l'IRSF a été mis sur pied. Autrement dit, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, dont une partie des locaux a déjà commencé à être exploitée en juin dernier. Actuellement, en fait, l'Institut vraiment ça sert aux Africains, aux scientifiques africains, parce que c'est quelque chose qui manquait réellement. Donc on s'est dit que
très souvent, il y avait ce qu'on appelait la fuite des cerveaux. Les gens quittaient ici pour aller là-bas pour mener leurs études. Maintenant, ils ont la possibilité de mener les études ici sur place, de faire des publications et de mener des recherches avec une technologie de pointe et un cadre également qui est très accueillant pour eux. L'Institut emploie déjà 122 personnes, chercheurs et personnel administratif confondus, mais ce chiffre devrait tripler à l'horizon 2022. Coût de cet institut, 9 milliards de francs CFA, soit plus de 150 millions de dirhams. 6 milliards ont été pris en charge par une fondation américaine et le chef de l'État s'est engagé à prendre en charge les 3 milliards restants. Car à travers la recherche, l'Institut aidera le gouvernement à la mise en œuvre de certaines politiques de santé publique, en combattant, par exemple, des pandémies comme le sida, le virus Ebola, la tuberculose ou encore le cancer. Notre visite se termine au Centre international de conférence Abdou Diouf, le CICAD, la première réalisation du pôle urbain de Diamniadio. Il avait été inauguré en 2014 lors du 15e sommet de la francophonie. D'une superficie de 15 000 m², il a été érigé en un temps record, 20 mois. Ce centre permet désormais au Sénégal d'accueillir de grandes conférences internationales, comme le Forum Paix et Sécurité en Afrique, qui s'est tenu quelques jours avant cette visite. Tout cela n'aurait pas été possible sans le passage de l'autoroute, qui permet de relier d'un côté le port de Dakar en 20 minutes, et de l'autre, le nouvel aéroport en une vingtaine de minutes également. Le tronçon Dakar-Diamniadio a été mis en service en 2013. C'était la première autoroute du pays. Ce tronçon a aujourd'hui été étendu et les travaux se poursuivent. Le gouvernement ambitionne de réaliser 800 km d'autoroute d'ici 2030. Par ailleurs, la gare de Diamniadio devrait être inaugurée l'année prochaine. Des chantiers de toutes parts donc. Pour de nombreux Sénégalais, Diamniadio est un projet porteur d'espoir. Nous avons demandé leur avis à quelques-uns des journalistes présents lors de cette visite. Cela nous permet déjà d'avoir des infrastructures de qualité. Cela, quelque part aussi, va permettre le désengorgement d'une partie de Dakar, bien vrai que Diamniadio c'est dans Dakar, dans la région de Dakar. Mais on peut dire que la construction de ces édifices ici à Diamniadio va permettre un peu de désengorger le plateau qui est où se trouve la capitale, où se trouvent pratiquement toutes les institutions de la République. C'est des infrastructures qu'on construit dans le pays et c'est pour les Sénégalais. Et c'est les Sénégalais qui vont habiter ici, c'est les Sénégalais qui vont travailler ici. C'est pas bon des Chinois qu'on va importer pour qu'ils viennent peupler le pôle, c'est plutôt des Sénégalais qui quittent Dakar pour venir ici ou bien des Sénégalais de la diaspora qui vont quitter l'extérieur pour venir s'installer au Sénégal. Il y a des logements sociaux qu'on a ici à Diamniadio. Ça va beaucoup aider les démunis ou bien les pères de famille qui n'ont pas accès à des terrains qui coûtent très cher. Diamniadio, un pari ambitieux, celui de bâtir à partir de rien une ville intelligente, regroupant quartiers administratifs et quartiers d'habitation, zones industrielles, une université, un institut de recherche, une cité du savoir, des espaces d'affaires et des infrastructures sportives, une ville qui pourrait faire entrer le Sénégal de plein pied dans l'ère de la modernité. Voilà une ville qui permettra au Sénégal de frapper à la porte de la modernité. Monsieur Wade, on vient de voir successivement l'IRICEF et le CICAD, deux infrastructures qui feront très bientôt, on l'espère, la fierté du Sénégal. En tout cas pour le CICAD, c'est déjà en marche. Alors on voit que le Sénégal, le plan Sénégal émergent, n'a pas oublié le secteur de la santé. Il y a aussi des investissements qui ont été faits dans ce domaine-là. Alors, donnez-nous très rapidement quelques détails là-dessus. Oui, en ce qui concerne l'Institut de recherche et de surveillance épidémiologique
de formation en santé, c'est d'abord un des projets très emblématiques de ce que j'ai appelé le positionnement de Dakar comme hub de santé. Ça s'inscrit dans le cadre de Dakar Medical City. Et je voudrais d'abord préciser qu'il y a d'autres initiatives à côté, comme le centre d'oncologie, qui va régler la question du transfert, le centre hospitalier universitaire de Diamniadio aussi, bien entendu, avec tout le renouvellement et le relèvement du plateau médical du pays. Donc ça va ensemble avec les hôpitaux régionaux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a positionné avant tout la recherche et la formation. Par l'éminent professeur Souleymane Mbou, de renommée mondiale, qui a découvert le virus du VIH2, il a pensé qu'il était extrêmement important que Dakar se positionne ou un centre de recherche en matière de VIH-Sida, comme on l'a dit, en matière de pandémies comme le sida, la fièvre jaune, etc. Donc, c'est vraiment... L'ambition, c'est de fixer ici les chercheurs sénégalais qui allaient ailleurs pour faire de la recherche, mais aussi d'attirer d'autres chercheurs à travers le monde. Et ils ont un excellent partenariat avec la Fondation Gilead, un excellent partenariat avec l'Université de Harvard, qui fait qu'aujourd'hui, de grandes recherches sont en train d'être menées ici. Et c'était ça le sens et la philosophie du plan Sénégal. Ça, c'est dans le domaine de la santé. Alors, ce que vous dites sur le CICAD aussi me permet de dire, et ce qu'on a vu avec le CICAD permet de positionner aujourd'hui, avec ces grands événements que le Sénégal est en train d'habiter. On a vu la grande conférence sur la paix et la sécurité, mais il y a d'autres, il y a énormément d'autres événements. Le Forum de Dakar, énormément d'autres qui sont en train de se positionner. Le PSE, c'est aussi ça. C'est de positionner Dakar comme un grand centre de conférence. De par la position géographique, les atouts sont déjà là. Aujourd'hui, encore une fois, comme je dis, avec l'aéroport international Blaise Diagne qui va être ouvert, cette proximité et cette grande fonctionnalité fera qu'aujourd'hui, Dakar deviendra véritablement... Quand je parle de Dakar, c'est le Sénégal. Alors, juste un mot pour donner une perception globale sur tout cela. Pour montrer que vraiment, le plan Sénégal émergent, ce n'est pas de l'illusion. C'est de la réalité concrète, c'est des choses faisables. Diamniadio est le premier pôle, mais on aurait pu parler en long et en large de ce qui se fait à l'intérieur du pays. Des autres pôles qui sont en train de se développer dans le nord, dans le sud, dans le centre du pays. Il y a un important chantier pour soutenir tout cela. C'est ce qu'on appelle les agropoles, le développement des agropoles. L'ensemble des filières productives du pays, comment développer de l'agro-industrie pour permettre de doper encore davantage les filières productives dans l'agriculture, l'élevage, etc., la pêche, etc. Merci. Merci, M. Ibrahim Awad. Je rappelle que vous êtes le directeur général du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Alors, chers téléspectateurs, voilà qui referme cette série d'entretiens sur le PSE, l'ambitieux plan Sénégal émergent qui fera très certainement du pays, sinon du pays de la Teranga, la porte d'entrée du futur en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique. Je rappelle que vous suivez la journée spéciale dédiée au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Média TV Afrique.